Plus que 2 jours avant la fin du voyage de Barbara Pompili, en attendant, la secrétaire d'État à la biodiversité multiplie les rencontres dans le territoire. Elle s'est entretenue ce matin avec l'ensemble des représentants des peuples amérindiens et Bushinengi. En Haïti, toujours plus de victimes sont à déplorer après le passage de l'ouragan Matthew. Le sud du pays est en ruine et l'épidémie de choléra gagne du terrain. Rencontre à suivre avec quelques familles sur place qui tentent de survivre. Et en fin de journal, nous verrons le plaisir des petits dans l'exercice pédagogique des plus grands. Ce midi, les enfants de la crèche municipale de Cayenne ont été servis comme des rois par des élèves du lycée Melchior dans le cadre de la semaine du goût. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints. Je vous le disais, la secrétaire d'État à la biodiversité poursuit son déplacement en Guyane. Elle a rencontré ce matin les représentants des peuples amérindiens et Bushinengi en préfecture. Au cœur de cet entretien à huis clos, la coopération transfrontalière dans la lutte contre l'orpaillage illégal. La secrétaire d'État s'est également engagée à soutenir la mise en place d'un conseil consultatif des peuples amérindiens et Bushinengi. Le secrétaire général de l'ONAG, lui, déplore toutefois l'absence de réelles décisions. Écoutez. Il y a eu un appui de la secrétaire d'État à la biodiversité sur la désignation donc, du conseil consultatif comme la personne morale qui va organiser le consentement, la consultation des autochtones. Le CCPAB, le conseil consultatif des peuples amérindiens et Bushinengi, qui sera amené, si la réforme aboutit, à devenir le grand conseil coutumier avec une revalorisation au sein du conseil des chefs coutumiers qui auront toute leur parole et leur place pour participer aux décisions qui concernent les Amérindiens et Bushinengi, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout le cas. Maintenant, on attend beaucoup plus. Je pense qu'il faudrait qu'elle nous apporte des explications quand elle parle de développer l'activité minière en Guyane. Je pense qu'il y a d'autres solutions pour lutter contre l'orpaillage illégal. Elle a soulevé, appuyé la coopération internationale entre les pays voisins. On ne peut pas continuer à lutter contre l'orpaillage illégal sur la rive française quand en face, sur la rive surinamaise, les barges d'orpailleurs sont autorisées. C'est comme si on disait que le mercure s'arrête à la frontière sur le fleuve et ne va pas du côté français. Au-delà de ça, il n'y a pas eu de véritable engagement, mais il y a eu une écoute. Je pense qu'elle a entendu dans le cadre de ses fonctions sur la biodiversité les attentes concernant le consentement des autochtones, la participation aux décisions concernant l'environnement et la biodiversité. Maintenant, on attend que le décret d'application de la loi biodiversité soit entré en vigueur et je pense qu'elle a entendu nos attentes qui seront, je l'espère, inscrites dans ce décret d'application. Le texte était en discussion à l'Assemblée nationale depuis jeudi dernier. La loi sur l'égalité réelle a été validée par une large majorité des députés. 140 voix s'y opposaient. Ce texte visant à réduire les inégalités entre ultramarins et hexagonaux était l'une des promesses de François Hollande. Nos correspondants à Paris ont suivi le vote. Reportage. Je vais donc mettre au voie le projet de loi de programmation. Le scrutin est ouvert. C'est allé très vite. Mais c'est pourtant l'aboutissement de plusieurs semaines de discussions rangées. Le projet de loi du gouvernement est adopté par une large majorité de l'Assemblée, de quoi satisfaire la ministre qui l'a défendu depuis le début de l'année. Je suis très satisfaite de ce vote puisqu'on a été réunis toute la gauche et on a été au-delà de la gauche puisque l'UDI est venu voter avec nous sur ce texte. Donc on est au-delà de l'approche idéologique. Pourtant, plusieurs voix se sont opposées à ce texte, notamment la droite, venue en nombre dans l'hémicycle pour déstabiliser le gouvernement, en vain, tout comme le Guadeloupéen Harry Chalus qui dénonce un texte électoraliste. L'Outre-mer a voté en masse pour le gouvernement actuel et que c'est à 8 mois des élections présidentielles qu'on nous propose une loi précipitée. Côté pro-gouvernemental, on est conscient de cette situation précipitée pour la rédaction des articles, mais on se satisfait du texte pour autant. On n'a pas eu le temps de les rédiger, non pas parce que le gouvernement s'y opposait, mais parce qu'on n'a pas eu le temps de travailler ces textes-là. On verra ça avec nos amis sénateurs pour savoir si on peut encore enrichir le texte. Un texte qui sera donc révisé par le Sénat seulement en janvier prochain. À l'heure actuelle, il y a peu de chances qu'il soit définitivement adopté par le Parlement avant les prochaines élections. Un texte qui doit désormais passer par le Sénat pour être totalement adopté. Mais que faut-il retenir des nouvelles dispositions de ces quelques 100 articles sur l'égalité réelle? Stéphanie Puglisi et Kerwin Elcide nous révèlent les grandes lignes.
Les 5 départements et les autres collectivités d'outre-mer cumulent 2 à 3 fois plus de chômeurs que la France hexagonale, jusqu'à 6 fois plus d'allocataires des minima sociaux. Cette loi, présentée comme une avancée importante pour les Outre-mer, est constituée d'une centaine d'articles. Le texte, approuvé par une large majorité de députés, s'attaque aux nombreuses inégalités entre la France hexagonale et les départements d'Outre-mer. Défendu par la nouvelle ministre des Outre-mer, Erika Baretz, le projet de loi prévoit d'abord la création de plans de convergence dans chaque département ultramarin afin de scruter l'évolution des inégalités sur 10 voire 20 ans. La continuité territoriale, objet de nombreuses batailles parlementaires, est désormais inscrite comme un enjeu fort pour le gouvernement qui prévoit la mise en place ou le maintien d'une offre de transport continue et régulier entre les territoires et la France hexagonale. Les articles sur les mesures sociales sont particulièrement étoffés. Le texte prévoit entre autres une majoration des montants de plusieurs prestations grâce à un alignement avec la France hexagonale. Cette mesure concerne le complément familial, les prestations pour les travailleurs indépendants et l'assurance vieillesse pour les parents au foyer. En même temps, on garantit aux Domiens le même droit dans le domaine social et de la santé, notamment en ce qui concerne la lutte contre les addictions et particulièrement l'alcool. La loi sur l'égalité réelle promet également aux Domiens un accès à l'énergie et au commerce électronique. En Guyane, la question de l'énergie reste très sensible compte tenu des nombreuses coupures d'électricité, tout comme les prix. Pour lutter contre la vie chère, les députés ont approuvé une aide au fret. Ce dispositif existe déjà en Guyane mais reste difficile d'accès compte tenu de la lourdeur administrative. Le gouvernement souhaite ainsi optimiser cette aide au fret pour la rendre plus opérationnelle. À noter, d'autres aides à destination des entreprises sont aussi votées. Sur un tout autre aspect, la loi permettra aussi au Grand Conseil coutumier de s'autosaisir sur tout projet ou proposition de délibération de la CTG dès que cela touche directement à l'environnement ou le cadre de vie. Si le texte a passé sans encombre l'étape de l'Assemblée nationale, il lui reste à obtenir l'approbation des sénateurs. Ils étudieront le texte à la fin de cette année ou au début 2017, soit quelques mois de la présidentielle. En bref, chez nous, nous venons d'apprendre qu'un préavis de grève illimité a été déposé à la Caisse générale de sécurité sociale par le syndicat CFDT. Les négociations doivent quand même débuter dès demain après-midi. Sans aucun accord sur le cahier de revendications, la grève pourrait bien commencer dès mercredi prochain. Voilà déjà une semaine que l'ouragan Matthew a dévasté Haïti et le bilan des victimes s'alourdit encore. Le sud du pays est en ruine et l'épidémie de choléra gagne peu à peu du terrain. Nos envoyés spéciaux, Marie Tricot et Michelet François, ont rencontré quelques familles sur place qui tentent de reconstruire malgré tout. Regardez. Cette adolescente a le choléra. C'est son frère qui l'a ramenée à l'hôpital. La jeune fille refuse de se soigner. L'équipe médicale finit par la convaincre d'avaler un sérum. C'est lui-même au balai parce que les comptes, c'est lui-même qui tout est j'aime micro blanc dans maintenant. Si mon n'a pas pensé au moral là, pas bon pour lui. Beaucoup sont venus de leur plein gré, conscients que la déshydratation pouvait leur être fatale. Depuis vendredi soir, il m'a dit un vomissement. Je ne peux pas comprendre ce que j'ai dit. Il ne pas qu'à camper. L'hôpital Saint-Antoine a dû ouvrir des salles supplémentaires pour accueillir les malades. Plus d'une soixantaine de cas uniquement sur la commune de Jérémy. S'il vomit, quand il vomit en mon pilé, il n'a pas attrapé. Alors que si on passe comme ça, qu'il n'est pas accepté pour être soigné, ça veut dire que dans 2 jours, nous pensons gagner aux environs de 200. Sur les hauteurs, les habitants contemplent la mer sans savoir s'ils pourront boire aujourd'hui. La fontaine ne sert qu'à lessiver le linge et à se laver. Dans le quartier, plusieurs voisins ont déjà contracté le choléra. Pour les moins démunis, ces petits échantillons d'eau potable sont à vendre. Pas de distribution de nourriture, d'eau ou encore de matériel. Chacun fait avec ses maigres moyens et tous font jouer la solidarité. Les toits arrachés sont peu à peu remplacés par de la tôle neuve, la boue a presque disparu, mais il faudra des mois pour transformer ce paysage de désolation. Jérémy est l'une des communes les plus touchées par la tempête. Près de 8 bâtiments sur 10 ont été soufflés par l'ouragan Matthew. Ses habitants ne savent pas si demain ils auront accès à de la nourriture ou encore à de l'eau potable. Et pourtant, ils ont déjà commencé à reconstruire leur maison, persuadés d'une chose, c'est que s'ils ne le font pas très vite, ils risquent de perdre le très peu qu'il leur reste.
Retour chez nous, déjà 300 feux de broussailles depuis le début de la saison sèche, des départs de feux de végétation enregistrés par la cellule de lutte contre le phénomène à la préfecture. Si le phénomène est courant dans cette période de l'année, il reste à prendre au sérieux. En tout cas, les hommes du feu sont sur le qui-vive avec un plan d'intervention tout tracé, comme nous l'explique Ayodele Germa. Sur cette cartographie, les étoiles rouges indiquent les départs de feux de végétation constatés l'an dernier en saison sèche. 700 hectares brûlés entre le 1er septembre et le 1er décembre 2015. Les autorités préfectorales ont débuté le 12 septembre dernier une campagne de lutte contre les incendies dus aux fortes chaleurs. Ce plan d'intervention en feu de végétation, il est construit dans un premier temps, de la prévention. Et celle-ci est permise essentiellement par le travail de Météo France, qui 2 fois par jour nous donne des bulletins quotidiens, dans lesquels sont répertoriés 6 secteurs, 6 zones d'intervention. Chaque secteur est assorti d'un code couleur correspondant à un risque qui dépend d'un certain nombre de critères, bien évidemment la température, le vent, l'hygrométrie et les précipitations attendues. Voilà. Ces codes couleurs en fait sont très simples, 4 couleurs. Vert, donc un risque de feu de végétation normal, jaune, risque de feu de végétation moyen, rouge, feu de végétation sévère, et noir, un risque de propagation et de feu exceptionnel, avec pour chaque code couleur des mesures qui seront mises en place, coordonnées par la préfecture. Pour éviter les propagations vers les habitations, si vous constatez un départ d'incendie de végétation, premier réflexe. Je préconise que la première chose qu'elles fassent, c'est qu'elles appellent le 18, qu'elles appellent les secours, ou d'appeler la préfecture. Nous avons activé un dispositif de veille opérationnelle 24 heures sur 24 pendant toute cette saison de feu, et de façon à prendre cet appel pour essayer d'intervenir le plus vite possible. L'an dernier, plus d'1 millier de feux de végétation ont été recensés sur le littoral. Depuis le 12 septembre dernier, quelques 300 départs de feu ont été signalés. Tout autre chose maintenant, les fruits et les légumes pays sont à l'honneur en ce moment dans le cadre de la Semaine du goût. De nombreuses initiations parsèment ces 7 jours de fête des saveurs. Aujourd'hui, le Jardin d'enfants municipal de Cayenne a bénéficié des bons soins de plusieurs élèves des sections hôtellerie et petite enfance du lycée Melchior Garret. Ces futurs professionnels leur ont concocté de bons petits plats pour le plus grand plaisir des tout-petits. Regardez. Ça c'est bon ça aussi. C'est le goûter. Ça c'est pour goûter. Il est 11h30. Le premier plat du menu d'éveil des papilles vient d'être servi. Nolan et ses autres petits camarades vont pouvoir déguster la ballotine de croupilla aux chips et purée d'igname. Une recette concoctée avec imagination pour leur donner envie. On a dressé les plats en fonction d'un visage qui sourit pour que ça les amuse un peu, pour qu'ils rigolent en fait. Il faut avoir de l'imagination et rigoler. Il faut vraiment avoir l'esprit ouvert. La filière hôtellerie et restauration du lycée Melchior Garret organise pour la 3e fois ce grand rendez-vous du goût pour les tout-petits. Pour la directrice du jardin d'enfants Les Petits Géants, c'est un moyen d'élargir dès le bas âge leur horizon gustatif. J'ai envie de vous dire qu'après la partie allaitement ou la partie lait quand ils sont petits, c'est important très très tôt de commencer à éduquer les enfants au manger sain. Donc il faut très rapidement leur montrer l'exemple, leur faire manger de tout, leur faire goûter de tout, pour que demain ils puissent apprécier les plats qu'ils ont dans leur assiette. En cuisine, c'est tambour battant que le poisson est doré, présenté et servi. Un travail d'équipe réalisé par les élèves de 3 filières professionnelles. Ce sont des élèves de 2 bacs professionnels cuisine et les 2 bacs professionnels service qui servent un repas aux petits, aux tout petits. Tout ça, c'est sous l'encadrement des élèves de bac professionnel ASSP, service aux personnes, qui encadrent nos tout petits depuis le lavage des mains jusqu'au départ, jusqu'à l'accompagnement au repas. C'est un repas aux couleurs de Guyane parce que le thème de cette semaine du goût, c'était mieux manger, enfin bien vivre, mieux manger pour bien vivre, pour mieux vivre. Et donc en fait on s'est dit que mieux manger c'était aussi manger local. Donc on leur a fait déguster des saveurs locales. Tandis que les uns découvrent peut-être pour la première fois les saveurs du terroir, les autres se rôdent à la vie professionnelle. Ça m'apprend à avoir de la patience et à être motivée.
Et on parle encore de goût avec notre invitée, à présent la diététicienne Anne Schneeberger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors on l'a vu cette semaine du goût, mais à l'honneur cette fois, les fruits et les légumes pays. En quoi est-ce intéressant d'aller davantage vers les légumes pays chez nous ? Alors c'est vrai que c'est important d'un point de vue même de l'équilibre alimentaire d'aller vers les produits locaux. Ça c'est important même pour la saison de consommer, et puis surtout par rapport au goût, puisqu'on est dans la semaine du goût, favoriser les produits qui sont proposés au niveau local. On parlait d'enfants tout à l'heure dans ce reportage que vous avez pu voir. Alors on va s'intéresser là-dessus à la question de l'âge. À quel moment initier un enfant au goût et aux saveurs ? Alors il faut savoir que le goût en fait il est inné, hein, donc très rapidement finalement dès la conception. Après ça se poursuit pendant la grossesse en fonction de l'alimentation de la future maman. Et puis le goût aussi ça a une part culturelle, donc ça s'apprend. Hein, il y a une période dans l'enfance qui est très importante au moment de la diversification alimentaire où on introduit justement les aliments chez l'enfant. Est-ce que la période de la grossesse dont vous parliez est très importante dans la suite de l'alimentation de l'enfant puis de l'adulte ? Oui, tout à fait, parce que ça va avoir un impact par la suite sur le goût, le futur goût finalement de l'enfant. Hein, et plus on a une alimentation diversifiée et variée, plus on aura une augmentation des perceptions de la saveur. Donc, alors on le sait quand même, les enfants ont tendance à être plus attirés par des boissons très sucrées, des choses salées, peut-être un peu grasses aussi. Comment éduquer l'enfant à de meilleures saveurs pour sa santé ? Alors c'est très important d'avoir à l'esprit que, comme vous l'avez dit, le goût et l'alimentation, ça s'éduque. Hein, c'est comme la lecture, ça s'apprend. Quand on apprend à lire, on passe par l'alphabet, le A, le B, etc. Et il y a des fois, les enfants vont reconnaître une lettre et puis le lendemain, ils ne vont pas la reconnaître. L'alimentation, c'est pareil. Le goût, c'est pareil. C'est petit à petit, ça s'apprend. Donc il faut oser, il faut proposer. Un premier jour, il faut reproposer un deuxième jour si ça ne va pas. Et c'est comme ça, on y va petit à petit. Il y a quelque chose aussi qui est très intéressant à observer chez les enfants, en tout cas dans l'éducation, on va dire l'intervention du parent qui dit « finis ton assiette ». Or, c'est peut-être pas forcément une bonne idée de forcer l'enfant à terminer son assiette parce qu'on ne respecte pas la satiété. À quel point est-ce important à ce niveau-là de changer les habitudes, si je puis dire ? Alors c'est très important parce qu'il y a un impact futur sur la santé. Faut savoir qu'on a des thermostats qui nous permettent d'envoyer des signaux et qui nous signalent justement si on n'a plus faim, si on a encore faim, si on a faim, etc. Et si finalement, pendant l'éducation de l'enfant, on dit à l'enfant « finis ton assiette », on peut fausser progressivement, bien sûr, hein, à force de le forcer, on peut fausser ces thermostats et donc ensuite faire un futur adulte qui ne saura plus s'il a faim ou s'il n'a plus faim et du coup entraîner éventuellement l'obésité ou des problèmes, des frustrations, tout à fait, sur certains aliments, voire se braquer sur certains aliments, peut-être des légumes. Voilà. Plus tard, justement, chez l'adulte, c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile de changer ses habitudes si on veut manger plus sainement. Alors, qu'est-ce qui est conseillé pour les adultes pour arriver à transformer ces habitudes-là, qui finalement sont répercutées sur les enfants après ? Tout à fait. Alors, c'est vrai que l'éducation, elle doit être au plus jeune âge. Donc, c'est pour ça, parce qu'à l'âge adulte, c'est beaucoup plus difficile de changer, mais ce n'est pas perdu. Donc, on peut manger tout à fait équilibré. Donc, c'est quoi un repas équilibré ? Déjà, ça passe par 3 repas. Il faut savoir qu'il doit y avoir un petit déjeuner, un déjeuner et un souper. Et surtout pas de grignotage. Et surtout pas de grignotage. Et on peut introduire des collations. Chez les enfants, il y a le goûter de 4 heures. Il y a dans les écoles la collation de 10 heures. Donc c'est des choses qu'on peut encore garder. Ça c'est plus à l'âge adulte, chez l'enfant. Mais chez l'adulte, voilà, on peut rester sur 3 repas. Donc ces 3 repas aussi en respectant la notion de 80% de satiété. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce important de respecter ces 80% de sensation de n'avoir plus faim ? Voilà, alors c'est important parce que à la fin de repas, en tout cas, on ne doit pas être rempli à 100%, l'estomac doit être rempli à 80%. C'est voilà, encore cette histoire de signaux qui nous permet de nous dire on doit faire vraiment attention pendant les repas à ces sensations. Écouter son corps. Écouter son corps, tout à fait. Alors est-ce qu'on peut, comme ça pour nos téléspectateurs,
téléspectateurs essayer de donner une journée type de repas à suivre pour être en pleine forme. Donc commençons par le petit déjeuner. Alors le petit déjeuner, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il doit être le moins sucré possible. Donc contrairement à ce qu'on peut penser. Exactement. Donc plutôt aller vers le salé. Donc on peut très bien prendre, alors si on prend un adulte, ça va être une boisson plutôt chaude, thé ou café. Alors l'idéal sans sucre. Après on va partir vers du pain. Des tartines de pain, en privilégiant plutôt le pain céréalier, pain complet, et éviter le pain blanc, pain demi surtout. Qui est mauvais peut-être pour le système digestif? Alors c'est surtout par rapport à, on parle aujourd'hui d'index glycémique, il faut éviter de faire monter le taux de sucre dans le sang. Voilà, c'est pour ça qu'une des recommandations, c'est de manger pas trop sucré. Voilà. Donc le pain complet, bon, même si c'est un aliment qui reste à index glycémique un petit peu élevé, mais le pain complet, pain céréalier, pain de seigle, c'est plus à privilégier. Ensuite, on va proposer par exemple un œuf, ça peut être, une tranche de jambon. D'accord. Et le midi? Alors le midi, ce qui est important, c'est l'assiette, elle doit être bien remplie. Il faut manger à sa faim, mais voilà, avec des quantités adapté. Donc, on coupe l'assiette en deux, des légumes verts, après un quart viande ou poisson, et l'autre quart, les féculents, les légumes pays, les légumes racines par exemple. Alors on aurait plutôt tendance à mettre davantage de féculents et un peu moins de légumes. Tout à fait, ce qu'on voit en général, c'est beaucoup de féculents, pas trop de légumes. Et pour finir, une bonne journée en bonne santé? Une bonne journée en bonne santé, c'est une alimentation équilibrée, et penser aussi à bien dormir et à bien bouger. Concernant le souper, sinon, un dernier mot sur le souper. Le souper, c'est plutôt un repas léger. Un repas léger où on n'aura pas forcément de protéines ou une protéine légère comme du jambon par exemple, beaucoup de légumes toujours et un petit peu de féculents. Une manière peut-être aussi de répondre aux difficultés de santé qu'on connaît en Guyane et aux Antilles, notamment les risques cardiovasculaires. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup Anne Schneeberger d'avoir répondu à nos questions et puis pour ces quelques conseils. Je vous en prie. En Guadeloupe, il fait lui aussi le bonheur des gourmets, mais le lambi, très prisé dans l'archipel, fait l'objet d'une surveillance importante. La semaine dernière, 60 kilos étaient saisis dans des restaurants et étals de commerçants par des agents de la DIECT. Comment les pêcheurs s'en sortent-ils? Patrick Curie et Moïse Dexter ont mené l'enquête. L'autorisation de pêcher le lambi est effective depuis le 1er octobre. Mais attention, le coquillage si prisé par nos papilles ne peut être pêché que dans certaines conditions. C'est une espèce protégée et encadrée par un arrêté dans lequel il est notifié la période de pêche, mais aussi qui a le droit de le pêcher. C'est-à-dire quand nous regardons des filets spéciaux, il y aura que ça folle, il n'y a pas ni flot pour ne pas barrer tortille bidon comme ça. Et nous regardons en la mer là, il a arrêté 2 jours. Et après ça, nous avons élevé. Mais il faut qu'on suive tâcher là. Comme nous avons interdit de plonger au-delà, c'est à partir de 25 mètres. Et certains gens qui sont professionnels qui plongent à 25 mètres pour prendre l'ambi. Donc, nous sommes obligés de poser filet. Comment on s'en sort professionnel, de poser filet pour pêcher l'ambi. Bon, pour voir l'ambi là, l'ambi là fait une sorte de forme de papillon. Et les gens pas fait forme de papillon, c'est-à-dire son cône. Donc, automatiquement, il faut pas pêcher. Et nous, l'eau, on va pêcher dans l'eau petit cône. Et on va venir casser dans la nuit. Pas au l'eau, 6 mois, l'eau, c'est côté là ça. Comme si on a sorti ouvert, ou quand on fait un petit bon lambi là, peut-être au moins 3 boîtes lambi là, ça pas lambi. Auparavant, les gens de machin, il y a une période assez comme ça, lambi même tu arrives à 6 plages, les lambi tu levé. Alors là, lambi là, il plus profond. C'est lambi là, ça va sortir à plus de 40 mètres. Pour être capturé, ce fameux crustacé doit avoir une taille réglementaire et ne peut être vendu qu'à l'intérieur de sa conque. C'est les jagros, les ouais, ils formés, donc on va voir ici à regarder. On va voir chapeau là bien large comme ça là, il est bon. Mais si tout petit, pas formé, pas bon. Voyez comme ça. Ouais, le chapeau est formé comme ça. Là, il est bon. Ça veut dire qu'avant, nous avons toutes sortes. Mais à l'effort, il y a qui c'est là qui est chapeau formé là. Vous avez tombé avec des braconniers? Non, pour rien. J'ai tombé braconnier. Parce qu'aller la marine tous les jours, là, mais là, braconnier ne peut pas faire rien. Une réglementation qui, pour certains, a contribué à la diminution du lambi, même si l'utilité de cet arrêté est reconnue. Le lambi n'a pas été interdit, il va être réglementé. C'est mon abattu autant engouement à lambi. Allez là, on va voir tous ces gens, tout restaurant, tout le monde est lambi. Ça a fait la une, c'est à cause des réglementations là.
Donc, réglementation là, il y a un bon côté, mais il y a aussi un mauvais côté. Parce qu'à l'aide, tout le monde veut l'ambi. Avant, l'ambi pas été réglementé, ça devrait passer qu'on l'en met si caille. Qu'il s'agisse de la pêche illégale du lambi ou de la détention illégale de ce coquillage, les contrevenants s'exposent à des amendes administratives et pénales pouvant aller jusqu'à 22 000 € et 6 mois d'emprisonnement. Retour chez nous, après Paris et Belo Horizonte au Brésil, Obia, l'exposition itinérante de Nicolas Localzo, s'est installée à Saint-Laurent. Plusieurs clichés sur toile sont disposés en plein air au quartier de la Charbonnière depuis le week-end dernier. Un portfolio rendant hommage à la culture des descendants d'esclaves est réalisé à force de rencontres entre la Guyane et le Suriname durant de longues années. Voyez plutôt les images d'Elsa González. C'est une série photographique qui s'appelle Obia, en référence au terme Bushinengue Obia, qui signifie avec lequel on identifie le système de pratiques culturelles et patrimoniales de la culture Bushinengue. Et à partir de ce thème, j'essaie de raconter des motrins. Donc la communauté Bushinengue du côté français, donc Guyane française, et le côté surinamien. Donc on essaie de dépasser justement l'idée des frontières qui pour les Bushinengue n'a pas de sens, donc, notamment le fleuve Maroni, qui était un espace social, un espace de vie. Donc ce n'est pas une frontière administrative. C'est un travail que j'ai commencé en 2014 avec l'appui, l'aide logistique de la mairie de Saint-Laurent de Maroni et de l'association La Tête de les Images qui m'ont invité en résidence artistique. Donc c'est un travail que j'ai développé sur plusieurs mois. Et après, il s'agissait justement d'aller à la rencontre de certaines familles Bushinengue et d'essayer de raconter un petit peu à la fois les aspects patrimoniaux et à la fois aussi les nouveaux enjeux identitaires, notamment la culturation, la transculturation, si on veut l'appeler comme ça, l'urbanisation, l'abandon des villages, donc toutes ces problématiques auxquelles les Bushinengue ils sont confrontés aujourd'hui. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, voici le rappel des titres. Plus que 2 jours avant la fin du voyage de Barbara Pompili, en attendant, la secrétaire d'État à la biodiversité multiplie les rencontres dans le territoire. Elle s'est entretenue ce matin avec l'ensemble des représentants des peuples amérindiens et Bushinengue. En Haïti, toujours plus de victimes sont à déplorer après le passage de l'ouragan Matthew. Le sud du pays est en ruine et l'épidémie de choléra gagne du terrain. Nous sommes partis à la rencontre de familles sur place qui tentent de survivre. Et puis, vous l'avez vu, le plaisir des tout-petits dans l'exercice pédagogique des plus grands. Les enfants de la crèche municipale de Cayenne ont été servis comme des rois par les élèves de 2 sections du lycée Melchior pour la semaine du goût. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas. Dans un instant, l'information nationale et internationale, le journal de TF1. Et puis juste après, retrouvez votre enquête Regard de Guyane, des destins brisés pour l'installation de la base spatiale à Kourou. 50 ans plus tard, la douleur des expropriés reste vive. Ne bougez pas. Bonne soirée.